très, très régulièrement, les personnes avec qui je travaille ou que je forme à ces outils-là me disent: «Mais en fait, moi, je bosse tout seul, j'ai pas j'ai enfin, ça intéresse pas mes collègues de savoir que j'ai terminé ma tâche». Et en fait, si, l'impact de ton travail a un impact sur le reste de l'équipe. Et donc le fait de donner cette information, et on en revient en fait à donner de l'information aussi, alors à un autre niveau, ça permet aux autres d'être plus autonomes et de pas, de réduire les réunions ou en tout cas de modifier les réunions. Parce que ça, c'est une crainte de se dire, ouais, mais si on passe tout en digital, il va plus y avoir d'humain. Bah non, au contraire, une partie des réunions ne va plus être sur la partie, OK, où est-ce qu'on est chacun, mais plus sur, en fait, toutes ces infos-là, elles vont être déjà données. Donc on arrive en réunion, on sait déjà que telle personne a fini telle chose ou qu'elle est en retard ou que voilà. Et on va pouvoir se concentrer sur de l'entraide, sur de la solidarité, sur là-dessus, moi, je bloque. Et donc on a aussi une forme d'efficacité et de performance collective qui est intéressante. Mmh. Bonjour et bienvenue dans cette première partie de ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Avec mon invité, nous avons en commun de parler de notre métier en revendiquant aider les équipes à mieux travailler ensemble. Nous avons démarré dans la facilitation en intelligence collective à peu près au même moment sans le savoir. Nous avons d'autres points communs, entre autres d'avoir la même initiale de prénom et de détester être considérées comme des consultantes. Avec elle, aujourd'hui, nous allons parler du métier de facilitatrice, évidemment, mais surtout des outils collaboratifs en ligne. Parce que c'est une question centrale quand on veut mieux travailler ensemble et surtout à distance. Et ce n'est pas mon invitée Chloé Templier qui dira le contraire. Bienvenue Chloé. Bonjour Claire, merci de m'accueillir ici. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, un peu d'adrénaline à l'idée d'échanger ce matin sur un format que je ne connais pas, mais assez excitée. Ok. Est-ce que rapidement, avant qu'on démarre, tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Alors, en quelques mots, je vais commencer. Je vais peut-être donner des éléments un peu pragmatiques, mais j'habite à Annecy depuis quelques années. Ça me tient à cœur parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai 34 ans. J'ai fondé Opal, HOPL, il y a 4 ans, pour accompagner les équipes à mieux travailler ensemble. Et voilà, un jet de formation et passionné depuis un long moment par les dynamiques relationnelles et humaines. Merci. Et avant de démarrer, pour continuer à te présenter et à rentrer tranquillement dans le sujet, j'aime particulièrement moi la phrase de Jean d'Ormesson qui dit merci pour les roses, merci pour les épines, en parlant de la vie. La rose étant ce qui nous émerveille, ce qui nous met en joie, et les épines, ce qui nous gratte, ce qui nous rend peut-être un peu inconfortable. Et toi, quelle est ta rose et ton épine de ce matin, Chloé ? Hmm. Alors, ma rose et mon épine. Hmm. Eh ben, peut-être ce qui gratte ou ce qui m'anime en ce moment en termes de tension, c'est ce paradoxe entre aimer travailler seul. Je suis à mon compte depuis quelques années et j'aime cette indépendance, j'aime cette liberté. Et en même temps, je suis à fond dans la coopération et j'ai très envie de pouvoir bosser avec d'autres gens. Et donc c'est toujours, en étant en freelance, bah, tu es forcément en externe par rapport à des clients. Donc c'est comment est-ce que tu nourris ce besoin de coopération tout en nourrissant aussi ce besoin d'autonomie et d'indépendance. Donc c'est à la fois une épine et une rose et je navigue entre ces deux choses-là pas mal en ce moment. Ouais, ça cogite pas mal. Et oui, oui, oui. Ben, moi, tu vois, j'ai fait le choix justement d'entreprendre un peu différemment puisque je suis en coopérative et Mm. ça fait écho à ce que tu dis parce que c'est effectivement quelque chose que j'ai rencontré dans une autre vie entrepreneuriale auparavant, ce souci d'être seule mais en même temps en collectif et travailler en coopération. Donc, moi, j'ai trouvé ma réponse. Je te souhaite de trouver la tienne. Je te remercie. J'ai des pistes que j'explore et que je continue à explorer. Cette exploration, elle est chouette. Euh, on va parler outils collaboratifs. Et plus particulièrement outils collaboratifs en ligne. Pourquoi ce sujet, toi, ça te parle et que ça t'intéresse en particulier ?
Oui, ça me parle parce qu'en fait, j'ai été, utilisatrice de ces outils. Quand j'ai commencé à bosser, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Morning à Paris, enfin qui à l'époque était une start-up, je ne sais pas si on peut la considérer encore comme start-up, mais j'étais la 6e, employée de cette entreprise qui a beaucoup, beaucoup grandi, puisqu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus nombreux. Quand je suis partie 4 ans après, on était 120 à l'époque et maintenant ils doivent être, je sais pas, entre 200 et 300. Et en fait, les outils digitaux alors plutôt des outils, si on, par rapport aux outils collaboratifs, il y en a beaucoup des outils collaboratifs. Donc là, on va parler, enfin en tout cas moi, ce que je maîtrise comme sujet, c'est vraiment les outils qui sont proches de la gestion de projet, des outils de to-do partagé, des choses comme ça. Et en fait, ces outils-là, je les ai découverts à ce moment-là, et je les ai découverts surtout avec la valeur qu'ils pouvaient apporter. Mon expérience chez Morning, ça a été une expérience hyper structurante pour moi et hyper importante parce que j'ai découvert comment on pouvait bosser avec vraiment de la confiance, vraiment de l'autonomie, le sens des responsabilités. Et en fait, ces outils collaboratifs ont vraiment été au service de ça, au service du développement de la structure et de comment est-ce qu'on garde cet ADN du début. Quand on est six, entre guillemets, c'est relativement facile de bien se connaître, de bien travailler ensemble. Quoique, parfois ça peut être compliqué aussi, mais disons qu'il y avait vraiment ce côté hyper simple, hyper fluide. Et puis, il y avait une volonté de croissance. Et comment est-ce qu'on garde cet ADN du début, cette culture de la confiance alors qu'on grandit, qu'il y a une tendance à vouloir mettre du process, ce qui peut être une bonne chose de structurer. Moi, je suis à fond là-dedans aussi. Mais voilà, c'était tout ça. Et vraiment, ces outils collaboratifs, j'ai trouvé que ceux qu'on utilisait ont vraiment soutenu ça. Donc moi, ça a été un peu une révélation. Et je vois aussi, après, donc mon chemin a fait que je me suis mise à mon compte et que je propose ça dans les accompagnements auprès de mes clients. Et en fait, je vois comment ces outils-là peuvent venir apporter du cadre et permettre de se poser certaines questions. Mm. Il y a un enjeu, il y a plusieurs enjeux forts en fait derrière ces outils collaboratifs. Tu parles de confiance. En quoi ils servent justement cette confiance et j'entends aussi la culture dans ce que tu racontes, la culture d'entreprise. En quoi ils servent ces deux enjeux? Mm. Alors peut-être pour préciser, pour que ce soit peut-être plus parlant pour ceux qui nous écouteront, l'outil avec lequel je bosse le plus, c'est un outil qui s'appelle Asana, pour pas le nommer, qui est vraiment un outil de gestion de projet, gestion de to-do. C'est pas que du projet, parce que ça peut être aussi du process. Et donc il faut imaginer qu'on a une plateforme sur laquelle les personnes vont pouvoir venir s'organiser en projet, par exemple, et dire un tel ont telles actions à faire pour telles échéances, etc. Et en plus de cette partie vraiment to do, il y a aussi une partie communication. C'est-à-dire que chaque tâche, chaque action à faire est aussi une discussion. Donc c'est comme si tu avais tes mails qui étaient centralisés, mais organisés de manière à être rattachés à des actions. Et en faisant ça, en fait, et comme c'est des outils qui en général, Asana c'est le cas, mais c'est le cas aussi d'autres outils qu'on peut citer, Monday, Notion ou d'autres outils comme ça, il y a quand même une volonté de transparence et d'ouverture, c'est-à-dire que c'est pas des outils, tu peux, dans les fonctionnalités, mettre pas mal de confidentialité. Tu peux rendre les trucs hyper privés si besoin sur des sujets clés. Mais l'objectif, c'est quand même d'ouvrir et de laisser accessibles les informations. Et donc ça vient nourrir la confiance parce que c'est pas des mails entre guillemets secrets sur lesquels personne peut accéder. C'est que les discussions, si tu as besoin d'y accéder, tu peux y accéder. Donc c'est des éléments comme ça qui sont pas forcément apparents à la base. En général, les boîtes, elles viennent pas elles n'utilisent pas ces outils-là pour renforcer la confiance, elles l'utilisent plutôt pour une notion d'efficacité, quand même un peu de visibilité sur le travail, mais je ne sais pas si là on est dans la confiance, même si ça peut jouer aussi. Mais voilà, tu vois, il y a vraiment ce truc de c'est ouvert, c'est accessible, c'est transparent. Et donc je trouve qu'en ça vient nourrir, la confiance. Mm. Ouais, complètement. Il y a quelque chose de l'ordre de... on en a parlé avec d'autres invités, d'enjeu de disposition de l'information, enfin de disponibilité de l'information et d'accès à l'information. J'entends dans ce que tu dis que ces outils-là permettent en fait cette disponibilité de l'information sur ce que font les collègues, sur les dossiers en cours, sur potentiellement les blocages en cours sur certaines tâches ou certains dossiers, certaines parties du projet. Donc c'est vraiment l'enjeu de l'information en fait.
Ouais, c'est exactement ça, tu as tout à fait raison, c'est vraiment l'enjeu de l'information. Et ce qui est aussi assez révélateur, c'est que j'ai accompagné certains clients pour lesquels voilà, la culture de la confiance, de la transparence n'était pas forcément très en place, avec plutôt des logiques de non, on ne peut pas donner accès à tout le monde. Alors, il y a des contextes où ça se justifie complètement, et puis parfois, quand on va un peu creuser, un peu gratter, c'est plutôt des craintes de oui, mais si les gens ont ces infos-là, comment ça va se passer, etc. Donc, parfois, ces craintes, elles ne sont pas justifiées, et c'est dommage parce que le fait d'ouvrir l'accès aux informations peut vraiment donner plus d'éléments et d'être des occasions d'apprentissage. Mais du coup, les boîtes qui n'ont pas cette culture de la confiance et qui essayent d'adopter ces outils de collaboration, bah, ça vient aussi, justement, ça vient un peu en contradiction. Et donc, dans l'implémentation de l'outil, il y a des moments où ça coince un peu, quoi. C'est, ah oui, mais là, on voudrait que telle personne n'ait pas accès, mais qu'elle ait accès juste à ce petit bout de projet. Mais... Et en fait, ces outils-là, ils ne sont pas conçus comme ça. Alors, au fur et à mesure, comme c'est des outils qui se sont développés et qui de plus en plus sont aussi employés dans des grandes boîtes avec des besoins qui peuvent être un peu différents que des PME ou autres. Ils ont développé ces fonctionnalités d'accès et de gestion des accès, mais ça reste, c'est les parties de déploiement où ça devient un peu fastidieux, quoi. Ouais, complètement. À partir du moment où on met du contrôle et donc encore plus de process en fait dans un fonctionnement d'équipe, il y a une limite à ça. C'est-à-dire que ça vient plutôt complexifier la chose que simplifier et aider à mieux travailler ensemble. En fait, j'entends presque ça dans ce que tu dis, c'est que parfois le contrôle, alors qu'on pense que ça va rendre les choses plus faciles, au contraire peut-être les complique quoi. Ouais, c'est ça. Dans la partie vraiment technique, ça les Ouais. complique, et puis ça les complique à plein d'autres endroits parce que tu donnes moins d'informations aux personnes. Donc, t'as pas toutes ces occasions d'apprentissage, t'as pas toutes ces occasions de prendre du recul, de mieux comprendre le contexte, de pouvoir prendre des décisions, même à une échelle d'une personne qui bosse sur un périmètre réduit ou sur son projet et qui est pas, voilà, qui a pas un rôle ultra transversal, par exemple, dans une organisation. En fait, même à cette échelle-là, le fait de ne pas avoir accès aux infos, c'est compliqué. Mais la crainte, c'est de se dire, voilà, si je donne accès à des données financières, est-ce que les gens vont être capables de les interpréter, de les comprendre et c'est vrai que du coup, ça demande du travail aussi, parce que ça Mm. nécessite voilà, qu'il y ait une pédagogie qui soit aussi mise en place pour pouvoir comprendre et recontextualiser les informations qui sont accessible à tous, mais c'est des occasions d'apprentissage et donc ça permet après bah voilà, que l'organisation en fait elle apprenne aussi. Ouais, c'est ça. L'outil collaboratif devient aussi source de croissance, d'apprentissage, de progression et puis d'autonomie. Tu l'as pas encore vraiment dit, mais on l'entend dans ce que tu racontes. Il y a, c'est des vecteurs d'autonomie en fait des équipes quoi. Ouais, C'est-à-dire que pour un certain nombre de choses, du coup, elles n'ont pas forcément besoin d'en référer au chef de projet ou alors à leur manager direct. Donc ça aussi, c'est un enjeu, en fait, dans les outils collaboratifs, le repositionnement peut-être du manager ou du chef de projet. ouais, tout à fait. Et ces outils-là, ça vient mettre vraiment ça fait vraiment effet miroir, quoi. C'est Mm. là où tu vois où se situent les équipes et il y a effectivement toute cette partie autonomie et responsabilité, le fait de pouvoir, alors dans ce que tu vois, dans la question que tu poses, moi, ce que ça m'évoque, c'est le côté, je vais pouvoir avancer sur ce que j'ai à faire, sans forcément, enfin, tout en donnant le bon niveau d'information aux personnes qui sont concernées par ce que je fais. Et en fait, ça vient mettre la lumière sur ça aussi. C'est-à-dire Mm. quand, par exemple, quand on est sur un projet et qu'on liste, telle personne doit faire telle chose, telle personne doit faire telle chose, et qu'on indique qu'on a terminé, c'est un geste qui peut paraître hyper anecdotique de juste dire ça y est, moi j'ai terminé cette tâche-là. Mais en fait, hyper souvent, ça a des conséquences. Très, très régulièrement, les personnes avec qui je travaille ou que je forme à ces outils-là me disent, mais en fait, moi, je bosse tout seul, enfin, ça n'intéresse pas mes collègues de savoir que j'ai terminé ma tâche. Et en fait, si l'impact de ton travail a un impact sur le reste de l'équipe, et donc le fait de donner cette information, et on en revient en fait à donner de l'information aussi, alors à un Mm. autre niveau, ça permet aux autres d'être plus autonomes et de pas de réduire les réunions, ou en tout cas
de modifier les réunions. Parce que ça, c'est une Mm. crainte de se dire, ouais, mais si on passe tout en digital, il va plus y avoir d'humain. Bah non, au contraire, une partie des réunions ne va plus être sur la partie, OK, où est-ce qu'on est chacun, mais plus sur, en fait, toutes ces infos-là, elles vont être déjà données. Donc on arrive Mm. en réunion, on sait déjà que telle personne a fini telle chose ou qu'elle est en retard ou que voilà. Et on va pouvoir se concentrer sur de l'entraide, sur de la solidarité, sur là-dessus, moi je bloque. Et donc on a aussi une forme d'efficacité et de performance collective Mm. qui est intéressante. Mm. Mm. Ouais, il y a de l'humain qui finalement, de manière assez contradictoire finalement, ou peut-être un peu de manière qui vient nous surprendre, c'est que ces outils-là permettent peut-être de se dégager d'un certain nombre de choses en réunion pour y mettre un peu plus d'humain finalement dans ces réunions. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, j'avoue que ça me tient à cœur cette partie-là parce que je suis quelqu'un d'assez organisé, assez structuré, donc je suis assez efficace sur ce que je fais. Et le fait de pouvoir, dans mes accompagnements, enfin dans le travail que je fais avec d'autres personnes, que ce soit des clients ou des partenaires ou d'autres choses, en fait, le fait d'être organisé, ça laisse du temps pour d'autres choses. Ça Mm. laisse du temps pour faire connaissance, ça laisse du temps pour rire. Tu vois, je pensais à ça hier. J'avais une réunion avec une équipe où je suis à mi-temps avec eux. Et hier, on a ri en réunion. On s'est vraiment marré. Et en fait, ces moments-là, ils sont permis parce que tout le reste est géré, en fait, qu'on a Mm. moins besoin à des moments d'être un peu dans le rush de où est-ce qu'on en est sur ce projet-là. En fait, ça laisse cette possibilité-là et je trouve que c'est puissant en fait de pouvoir Mm. au travail s'offrir ces moments-là. Ouais, complètement. Ça participe au mieux travailler ensemble. À l'heure où on enregistre, on est en pleine semaine de la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Et donc ça participe aussi à l'amélioration des conditions de travail, de pouvoir rire en réunion et prendre du temps pour l'humain, quoi. Qu'est-ce que toi, tu as observé d'autre justement comme amélioration dans les équipes du climat de travail avec ces outils collaboratifs? Qu'est-ce que tu as pu observer? J'ai pu observer aussi qu'il y a tout- toute une partie aussi sur l'explicitation de comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Étant donné que c'est des outils en ligne, enfin techniquement, voilà, il faut noter qui fait quoi, comment, dans quel ordre, dans quel sens. Ça vient poser plein de questions sur comment est-ce qu'on s'organise. C'est quoi le process? Parce que le process, il peut être très bon quand il est souple, quand il est adapté. Et cette partie d'organisation, elle est assez intéressante parce que comme en fait l'écrire noir sur blanc et la faire vivre dans un outil qui est binaire, hein, Mm. on est obligé de noter les choses. Il n'y a pas beaucoup de place pour le flou. Et voilà, c'est des outils qui ont du cadre. Ça vient vraiment proposer ouais, encore une fois, une structuration, une organisation. Donc ça, c'est intéressant. Et ça vient aussi reposer les questions des responsabilités. Parce que je peux te prendre un exemple très concret récent là sur un client. Ils ont un processus de création d'images, de supports pour leurs réseaux sociaux, pour un certain nombre de choses. Et de basculer ce process qui fonctionnait par mail, à l'oral, etc., dans un outil où il faut que ce soit A puis B puis C, tout d'un coup se pose la question de qui est-ce qui valide. Parce que là, il faut attribuer la tâche de validation, il faut pouvoir dire, à un moment, il y a quelqu'un qui valide et il faut pouvoir dire c'est telle personne. Et par exemple, dans Asana, une tâche est toujours attribuée à un et un seul responsable. Et ça gêne un peu parfois, de se dire mais non, mais on est plusieurs à bosser dessus. Oui, d'accord, mais concrètement, qui va faire quoi? On n'est jamais. Il y a toujours une répartition des tâches. Il y a toujours, même si on doit revoir un document à deux, il y a toujours une répartition. Ça oblige à ouais, être très très au clair sur qui fait quoi et qui est responsable, qui prend potentiellement la décision, sur quelle partie. Et donc là aussi, ça vient poser pas mal de questions. Et c'est intéressant d'accompagner cette réflexion-là et de se dire, tiens, là, ça coince dans l'outil parce qu'en fait, ça coince dans la méthode, dans le process, ou à l'inverse. Enfin voilà, le process, comment est-ce qu'on va pouvoir le remettre dans l'outil pour qu'il soit adapté et que ça vienne aussi suivre les méthodes de travail de l'équipe.
Mm, complètement. Pour ceux qui connaissent les gestions de projet, ça vient parler tu parlais de responsabilité, mais de redevabilité aussi, de RACI. On entend souvent les acronymes, l'acronyme RACI. Alors je l'ai plus en tête, mais responsable. Accountable, C'est ça. Toi, tu l'as ouais, en anglais, mais voilà. oui, je me souviens plus de la traduction en français. Mais voilà, mais effectivement, c'est gage aussi d'efficacité parce qu'en fait, chacun est clairement, justement, au clair sur ce qu'il doit faire et quelle est sa contribution et à quel niveau il doit contribuer, quoi. Donc c'est hyper intéressant complètement. Donc toi, tu connais bien Asana, mais il y a plein de nature qui est plutôt donc gestion de projet, mais il y a plein d'autres outils avec des différentes fonctionnalités. Il y en a qui sont plus que sur de la communication, tout ce qui est gestion de chat, etc. Tu vois d'autres types d'outils, toi aussi, en outils collaboratifs, au-delà de ces deux-là? En fait, si on regarde un petit peu les outils qui sont sur le marché, le mot collaboratif, il revient super souvent. À partir du moment où on est plusieurs sur un outil, un CRM qui va s'adresser à des équipes commerciales, je pense que le mot collaboratif, il est sur tous les sites. Il faudrait que je vérifie, parce que là, je parle d'intuition, mais voilà, des outils pour une équipe en particulier, il va y avoir le mot collaboratif. Si on pense à des outils comme Klaxoon ou équivalent, il va y avoir le mot collaboratif. Moi, la partie où je me suis spécialisée, c'est les outils vraiment qui sont transverses et qui sont plutôt dédiés à la gestion de projet. Donc, on a cité Asana, on peut citer Monday, Notion ou Notion, si on le prononce à la française ou à l'anglaise, peut aussi se rentrer là-dedans. Alors, ils ont une partie de gestion de projet, ils ont aussi toute une partie de gestion de connaissances. Ce qui n'est pas toujours évident là-dedans, dans tous ces outils-là, c'est que, évidemment, ils ont plutôt intérêt à dire qu'ils arrivent à faire tout. Donc, pour s'y retrouver, c'est parfois compliqué. Et ça fait partie d'ailleurs des enjeux des entreprises de se dire, OK, on a plusieurs outils, comment est-ce qu'ils viennent s'imbriquer, c'est quoi les usages pour chacun. Voilà. Mais moi, je me suis spécialisée sur cette partie euh, gestion de projet parce qu'il y a de la transversalité, parce qu'ils sont mis en place en général pour toute l'organisation. Sinon, bah, ça a un intérêt un peu moindre parce que le but, c'est vraiment de désiloter et de permettre à des équipes qui ont que comme mode de communication ou d'échange le mail, éventuellement un chat interne et les réunions. Donc, ça vient apporter autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse parce que quand on met en place ces outils transverses, on est obligé de se mettre d'accord tous ensemble. Et donc, il y a toute la notion de comment, à l'échelle d'une organisation, on se met d'accord sur des choses qu'on fait différemment. Donc, ça peut être, il y a des missions que j'ai faites aussi qui peuvent être sur un peu les mêmes enjeux sur de la gestion documentaire. Comment est-ce qu'on organise ces dossiers, ces fichiers dans un Google Drive, dans un SharePoint, etc. Mais j'avoue que moi, la partie gestion de projet, c'est celle que je préfère. Mais des outils collaboratifs, il y en a vraiment, vraiment plein et en fait, ils se réclament un peu tous de ça. Et ça montre aussi l'enjeu qu'il y a autour de la collaboration, de la coopération. Complètement. Oui, oui, parce que tout le monde cherche à développer. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à développer ces outils collaboratifs, notamment depuis l'avènement du télétravail, depuis la crise du Covid, où il y a eu un fort enjeu en fait de rassembler des équipes dans un espace numérique, puisqu'il n'était pas possible de les rassembler dans un espace physique. Donc, il y a eu un fort enjeu de développement à ce moment-là. Ça l'était déjà un peu avant, mais ça a pris une ampleur d'autant plus importante dans cette période. Oui, effectivement, tu as cité Klaxoon, Mural, des choses où ils sont plus, du coup, peut-être moins des configurations moins cadrantes, des espaces un peu plus libres, ce qu'on appelle les murs collaboratifs, qui reproduisent un peu les murs de post-it ou les tableaux visuels, les tableaux blancs d'une salle de réunion. Donc, il y en a aussi pas mal. Il y a Miro, je pense à Miro aussi. Ouais. Même maintenant, les outils de visio ont intégré parfois des tableaux blancs comme Zoom et il me semble aussi Teams. Enfin voilà, donc on s'aperçoit que chacun cherche à ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. C'est vraiment un gros marché. Avant de conclure cette première partie, est-ce que toi, en termes de résistance au changement, tu as vécu ça aussi dans les équipes que tu as accompagnées, de résistance au changement, au passage au numérique et à l'outil numérique? Oui, complètement. Ça revient aussi très régulièrement avec
Je dirais qu'il y a 3 éléments dans la résistance. Il y a la partie, confidentialité, accès, Mm. dont j'ai un petit peu parlé, qui là va plus intéresser, on va dire, la direction ou ces fonctions-là, avec des inquiétudes sur ça. Il y a une partie de résistance au niveau, plus des équipes ouais, de contrôle, de flicage, de si je mets mes tâches, et que j'ai du retard, comment est-ce que ça va, être interprété par mon manager. Donc là aussi, ça vient poser des questions et ça peut être l'occasion de travailler sur ça. Et puis il y a une partie qui est effectivement liée vraiment à la partie numérique, parce que ces outils de gestion de to-do, c'est des to-do collaboratives, mais c'est aussi une occasion de to-do perso. Et là, quand on parle de ces sujets-là, c'est bah oui, mais moi j'aime bien le papier. C'est difficile de passer en tout numérique quand on a aussi ce goût-là pour le papier. Et moi, j'ai toujours un carnet à côté de moi, donc il y a une partie d'effort de se dire, allez, je transfère ce que j'ai à faire dans un outil. Ça apporte énormément parce que comme ça centralise, tu as une visibilité sur ce que tu as à faire dans l'intégralité de tes projets, de tes actions. Donc ça permet aussi de, comme c'est au même endroit, de pouvoir s'organiser. Et on va dire que par rapport au papier, bah, il n'y a pas ce travail de réécriture, mais ça peut être complémentaire aussi. C'est pas forcément du l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Moi, le papier, je continue à l'utiliser pour organiser mes idées. Quand il y a des moments de flou, de me dire, ok, est-ce que ce que j'ai Asana, je l'utilise en perso. Est-ce que ce que j'ai dans Asana reflète bien ce que j'ai à faire? Donc, ça vient pas enlever tous ces moments-là de papier, de réflexion, de se recentrer sur soi et de ce qu'on a à faire. Ou alors, effectivement, c'est qu'on laisse l'outil un peu s'emparer de nous. Et il y a ce risque-là, très clairement, d'être dans un peu une frénésie de mettre tout et de cocher en ligne. Euh, mais, euh, euh, mais voilà, ça doit rester un outil, donc ça doit être au service d'eux et pas l'inverse. Mm. Tu fais une très bonne transition pour la seconde partie, justement parce que on va plus particulièrement parler de comment on l'utilise de manière à ce que ça ait du sens et que ça vienne vraiment servir le collectif et servir le projet et non pas asservir les humains qui sont au cœur du collectif et du projet. Donc c'est une parfaite transition parce que du coup, à t'entendre, là, on se dirait, bah, ok, il n'y a plus besoin d'intelligence collective, tout se met en ligne. Voilà. Mais c'est pas si simple que ça et donc on en parlera dans la seconde partie. Merci Chloé pour ces premiers échanges. Merci à toi, Claire. Merci à Chloé pour ce qu'elle nous a partagé dans cette première partie d'épisode. La seconde partie sera diffusée la semaine prochaine. Et voilà un petit extrait pour vous faire patienter. Mais en fait, toute l'ambivalence, c'est de trouver un outil qui correspond à nos besoins, tout en se laissant une petite opportunité d'être surpris à certains endroits, parce que l'outil va pouvoir venir, va nous permettre de faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. Et où là, il peut y avoir de la richesse. Ah tiens, je reprends l'exemple d'Asana. Ah tiens, on est obligé de se formuler des demandes hyper précises et parfois d'attribuer une tâche à son responsable. Ok, bah c'est intéressant en fait de se dire. Je me rappelle d'équipes où ils m'ont dit, mais moi, je n'ose pas, tu sais, ils chuchotaient un peu en me le disant, je n'ose pas attribuer une tâche à mon manager, c'est pas possible. Ok, bah pourquoi en fait Donc là, il va y avoir aussi des prises de parole ou des choix qui vont être faits de dire, en fait, c'est ok de pouvoir attribuer une tâche qui peut paraître un peu comme un ordre, comme une demande, de dire, ok, en fait, maintenant, chacun peut demander à son manager, à son collègue de faire quelque chose. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous ou à lui attribuer 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de diffuser l'esprit de coopération autour de vous. Si le sujet de la coopération vous interpelle et guise votre curiosité, je vous encourage à vous abonner à ma newsletter Graines de coopération que j'écris et j'envoie environ tous les 15 jours. Je vous mets le lien d'abonnement dans la description de l'épisode. À bientôt, et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous.